Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Majeur et vacciné, ce sera la formule consacrée, si tout va bien, d'ici cet été. Emmanuel Macron s'y est engagé en tout cas. Mais avec quel vaccin et est-ce réalisable? Olivier Faure, premier secrétaire du PS, est notre invité aujourd'hui. Beaucoup d'élus locaux socialistes, récemment, reprochent à l'État le manque de transparence sur les vaccins. À l'approche de la présidentielle, même s'il y a encore 14 mois, le Parti socialiste veut aussi défendre ses mesures pour le monde d'après. Mais avant 2022, il y aura aussi la case des régionales, un test pour l'Union à gauche. Et on accueille donc Olivier Faure. Bonjour Olivier Faure, je vous laisse vous installer. On va commencer par une image cette semaine qui nous emmène en Russie. Vladimir Poutine a ordonné l'expulsion de diplomates allemands, polonais et suédois accusés d'avoir participé à des rassemblements de soutien à Alexeï Navalny, qui est son principal opposant à Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a condamné. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut envisager des sanctions contre la Russie? La réponse est évidemment que ça ne peut pas suffire. Vous vous rendez compte de ce qu'il s'est passé. On a un opposant qui a été empoisonné, qui est parti donc se reconstruire, qui est revenu en Russie. À son arrivée, est arrêté. Il y a 10 000 aujourd'hui opposants qui ont été enfermés dans les geôles russes parce qu'ils soutenaient Alexei Navalny. Et puis le ministre des Affaires européennes, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui va en Russie. Pendant qu'il est en Russie, la Russie expulse 3 diplomates parce qu'ils ont participé, selon eux, à des manifestations qui... Alors ça, ce sont les faits. Donc est-ce qu'il faut aller plus loin que la condamnation et comment? Si je les rappelle, c'est pour rappeler leur gravité. J'entends. Et montrer qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter de dialoguer de manière normale avec un partenaire qui se comporte ainsi et qui méprise la démocratie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, oui, il faut aujourd'hui envisager des sanctions. Il faut que la Russie comprenne qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand et n'importe où. Des sanctions économiques, vous voulez dire? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, par exemple, parce que, attention, Vladimir Poutine, il a une arme diplomatique maintenant, c'est le vaccin Sputnik V. On peut en avoir besoin à un moment. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là? On en aura besoin, bien sûr, mais il y a toujours des risques. Mais il y a un risque évident à ne pas considérer la démocratie comme un bien essentiel. Et on ne peut pas accepter cela. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pas seulement avec la Russie, avec la Turquie, avec la Chine, avec d'autres grandes puissances, c'est le fait qu'elles ont, dans le grand désordre international, pris l'habitude de considérer qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Et donc, il faut qu'il y ait une parole forte, une parole européenne forte. On ne peut pas se laisser humilier de la sorte et laisser penser qu'il n'y a absolument aucune raison de ne pas continuer business as usual. Toujours pas de nouveau confinement à l'horizon, mais attention au retour de bâton si les Français ne se comportent pas bien, avertit Jean Castex. Un autre sujet anime le débat politique pour les 15 jours à venir, au moins à l'Assemblée nationale, c'est le projet de loi sur le renforcement des principes républicains. On va en parler avec vous tout à l'heure. Pas de confinement à l'horizon, mais quand même une inquiétude grandissante. Comme vous l'avez fait à l'occasion des fêtes de fin d'année, je vous invite à la plus grande prudence durant ces congés. Une fois de plus, la situation est entre nos mains. Le télétravail perd du terrain dans beaucoup d'entreprises. On est dans l'intelligence artificielle et donc on a besoin de beaucoup de créativité et on n'est pas capable de le faire si on n'est que chez soi, derrière son ordinateur. Un relâchement qui inquiète le gouvernement. Au moins un tiers des salariés dont les postes sont télétravaillables ne télétravaillent pas du tout. Des contrôles seront renforcés ces prochains jours. Le vaccin anglo-suédois AstraZeneca vient de trouver sa place dans la stratégie vaccinale française. En étant en réa-Covid depuis septembre, je trouvais que c'était important d'être vacciné. L'objectif du gouvernement, que tous les Français qui le souhaitent puissent prendre un rendez-vous de vaccination d'ici la fin de l'été. 4 sites de production sont d'ores et déjà identifiés. Hormis Sanofi, ces laboratoires ne produiront pas le vaccin. Ils feront de la mise en flacon. Projet de loi confortant le respect des principes de la République. La vérité, c'est que c'est un petit texte pour un grand sujet. Ce projet de loi est, je m'en attriste, une occasion loupée. Or, dans la guerre contre les islamistes, chaque minute compte. On ne construit pas la France contre une partie de ceux qui la composent. Monsieur Mélenchon, ici, ce texte ne fait que renforcer les principes de la République et de la laïcité. Où avez-vous vu les démons que vous dénoncez, si c'est dans votre propre tête? Les débats sont prévus pour durer 15 jours. On va commencer par le coronavirus, Olivier Faure. De plus en plus de scientifiques et de médecins annoncent et demandent même un nouveau confinement. Le gouvernement n'est pas là-dessus. Et le message du gouvernement, même, c'est de responsabiliser les Français. Est-ce que tout dépend uniquement du comportement des Français ?
Bien sûr que non. Et même, ce serait assez grave de laisser penser que si nous en arrivions demain à un nouveau confinement, ce serait exclusivement de la faute des Français. Il faut que chacun assume sa responsabilité. Et donc, le gouvernement, moi, ce que j'ai indiqué depuis le début, c'est qu'il faut territorialiser les réponses au virus. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prendre des mesures identiques d'un bout à l'autre du territoire. Je prends un exemple. J'étais hier en train de faire mes courses dans un supermarché, dans ma circonscription, donc en Seine-et-Marne. C'était noir de monde. On ne pouvait même pas passer entre les caddies. Pourquoi? Parce que le couvre-feu en Ile-de-France pour la Grande Couronne, ça veut dire le soir, quand on revient à la maison, c'est les RER qui sont bondés. Et le week-end, ce sont tout le monde au même moment. Précisément là-dessus, en Ile-de-France, par exemple, il ne faudrait pas de couvre-feu. Je pense qu'il y a des départements qui ne peuvent pas répondre aux mêmes conditions. Donc il ne faudrait pas de couvre-feu en Ile-de-France. Le couvre-feu à la même heure pour tout le monde, c'est une ineptie. Donc ce serait quoi en Ile-de-France, 22 heures? Ça pourrait être 20 heures, par exemple. On pourrait distinguer, y compris entre les départements. Et même pour un éventuel reconfinement, comment voulez-vous comparer la Bretagne avec l'Est de la France? Comment voulez-vous comparer le Nord et le Sud? Il y a des départements où le virus ne circule quasiment pas et d'autres, au contraire, où les hôpitaux sont déjà à saturation. Et donc, il faut des réponses qui soient des réponses circonstanciées et qui soient liées à chaque... Mais c'est le gouvernement, vous disiez, qui doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas les Français seulement. Bien sûr, bien sûr. Les Français le font déjà depuis longtemps. Ils portent le masque, ils respectent les mesures barrières, ils sont entravés dans quasiment tous les actes de leur vie quotidienne, ils ne peuvent pas se rendre à leur travail. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'ils ont déjà pris leurs responsabilités. Et maintenant, il faut surveiller ce que devient le variant anglais, parce qu'on sait très bien que la course de vitesse que nous avons engagée, c'est une course de vitesse contre les différents variants. Il faut que le plus grand nombre soit vacciné le plus vite possible pour permettre justement de gagner cette bataille-là. Il y avait une mission d'information sur le Covid à l'Assemblée nationale qui a été dissoute, parce que les députés... Malheureusement dissoute. Malheureusement, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez en demander une nouvelle? Bien sûr, et ça suppose... Enfin, Francis Letellier, quand même, vous vous rendez compte qu'on est dans un état d'urgence permanent. L'état d'urgence, normalement, c'est fait pour quoi? C'est fait pour dire que pendant 15 jours, 3 semaines, il y a une situation particulière qui suppose de prendre des mesures exceptionnelles et qu'on bride la démocratie. Là, ça fait un an. Est-ce qu'on va continuer? Et on sait bien que cette crise sanitaire, elle va se prolonger encore. Donc, est-ce qu'on considère qu'on met tout sous le boisseau? Est-ce que le gouvernement doit forcément diriger le pays avec son mépris le plus important, le plus grand pour le Parlement, gouverner par ordonnance, faire en sorte que rien ne se passe? Donc, il va y avoir l'heure de vérité mardi. Parce que mardi, tous les députés vont devoir voter pour ou contre la prolongation de l'état d'urgence sanitaire que le gouvernement veut prolonger jusqu'en juin. Est-ce que les socialistes voteront pour? Ils voteront contre. C'est une première. Non, c'est pas. Enfin, c'est une première. Nous avons voté d'autres états. Bien sûr, précédemment, nous avons déjà voté l'état d'urgence. Mais maintenant, nous considérons. C'est une première que vous voterez contre. Oui, c'est une première parce que nous considérons que nous ne pouvons pas continuer à confiner la démocratie. Qu'est-ce que vous proposez alors? Par exemple, ce que vous venez de dire, il faut que le Parlement puisse être saisi régulièrement de toutes les données. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on nous parle de tas de sujets, mais que nous n'avons aucune donnée. Même la présidente de la commission des lois de l'Assemblée, qui n'est pas dans mon parti, qui a La République En Marche, s'inquiète du fait que tout remonte à un seul et que c'est lui qui décide pour tout le monde. Ça n'est plus possible. Alors, le un seul, c'est Emmanuel Macron, qui a dit, d'ici la fin de l'été, je vous suis, nous aurons proposé en France à tous les Français adultes qui le souhaitent un vaccin. À partir du moment où tous ceux qui le souhaitent peuvent être vaccinés, pourquoi pas le rendre obligatoire? Vous seriez favorable à ça? Non, je ne suis pas favorable au vaccin obligatoire. Je préfère que ce soit sur la base du volontariat. Et on le voit bien que les Françaises et les Français qui étaient au départ sceptiques ou majoritairement sceptiques se sont laissés gagner par cette envie de vaccin. Donc, ce n'est pas la peine de passer par l'obligation. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est être sûr de ce que dit Emmanuel Macron, parce que la réalité observée quotidiennement, dans mon département, mais dans des tas d'autres départements, j'ai entendu ce matin le maire de Nanterre, on a la semaine prochaine des ruptures avec des centres de vaccination qui vont être obligés de fermer pendant une semaine ou deux. Et on voit bien que pour l'instant, il faudrait des années pour arriver au résultat que le président indique. Donc, on aimerait avoir aussi de la transparence, comprendre comment les choses peuvent se passer. D'où la nouvelle mission d'information que vous allez redemander. Exactement. Le projet de loi pour renforcer les principes républicains, ça c'est un gros chantier qui est arrivé à l'Assemblée cette semaine. Il y a eu le débat général. Alors on sait que la France insoumise et les communistes ont dénoncé cette loi parce qu'ils pensent que c'est une mise en accusation de la religion musulmane. Est-ce que vous dites la même chose ? Non, je ne dis pas que l'objectif poursuivi est de stigmatiser une religion. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il y a un certain nombre de cultes qui ne sont pas
musulmans qui se sont plaints de la loi qu'ils trouvent à bien des égards trop restrictive. Et vous les comprenez là-dessus? Et il y a des aspects très techniques sur lesquels, effectivement, il faudrait des assouplissements parce que ça va rendre la vie très compliquée et ça va avoir des effets très contre-productifs. Mais moi, ce que je reproche à ce texte, ce n'est pas uniquement ce qui est inscrit, c'est surtout ce qui n'y est pas. Parce que... Par exemple? Par exemple, quand on veut lutter contre les séparatismes, c'était l'ambition de départ, même si le nom a changé plusieurs fois. Eh bien, si on veut lutter contre les séparatismes, il faut lutter contre tous les séparatismes et donc faire en sorte notamment que le terreau sur lequel ils prospèrent, la pauvreté, l'exclusion, le racisme, la discrimination, l'inégalité territoriale... Donc le séparatisme social, comme disent certains? Mais il ne s'agit pas d'excuser qui que ce soit, il s'agit simplement de dire... Ça, c'est il s'agit de dire que les prêcheurs de haine, ils viennent toujours s'emparer des esprits faibles qui sont eux-mêmes en difficulté. Quand vous êtes vous-même relégué, vous avez le sentiment que la promesse républicaine ne vaut pas pour vous. Forcément, vous êtes tenté par... Quand vous disiez les autres séparatismes, comment vous les qualifiez? Les séparatismes, il y a un séparatisme social, évidemment. Il y a des séparatismes aussi religieux qui ne sont pas exclusivement musulmans. Il y a des séparatismes politiques. Vous avez des gens comme Génération Identitaire qui passent sa vie à être dans une forme de provocation contre celles et ceux qui, au péril de leur vie, cherchent à gagner un avenir. Gérald Darmanin veut en tout cas dissoudre Génération Identitaire. Il a eu la main plus leste pour d'autres. J'aimerais bien qu'il ait aussi, dans ces cas de figure, une vision qui soit une vision rapide et qu'il tranche comme nous l'avons demandé. Pour être clair, là aussi, est-ce que le Parti socialiste votera pour le projet de loi présenté par le gouvernement sur les séparatismes? Nous allons en discuter à la fin de la semaine prochaine, puisque le débat continue d'avoir lieu pendant toute la semaine, que nous ne pouvons pas préjuger de ce que seront les avancées dans le texte à partir des amendements défendus par les uns ou par les autres. Et donc, vous aurez la réponse la semaine prochaine. Mais en l'état actuel, nous ne pouvons pas le voter parce que... Qu'est-ce qu'il faut de plus, ce que vous avez dit tout à l'heure, des engagements sur le séparatisme social, par exemple? Mais il faut des engagements, il faut plus que ça, il faut que la loi indique ce que nous allons faire, parce qu'on ne peut pas... je comprends bien qu'il y a des éléments positifs dans le texte, mais il faut aussi dire que ça ne suffira pas, cette loi, elle ne règle rien. Si vous pensez une seule seconde, Francis Letellier, qu'à la fin de cette loi, il n'y aura plus de séparatisme en France, eh bien, j'ai peur que vous soyez très déçus. Donc, en fait, vous attendez encore, vous laissez la chance au débat, mais il y a peu de chances que vous êtes un peu pessimiste quand même ou... Je suis plutôt pessimiste. Je ne suis pas pour le vote contre non plus, parce que je pense que ce serait... Ça pourrait être une abstention. Je pense que ce ne serait pas un bon signal non plus, et qu'il faut... Donc ça pourrait être une abstention, un entre-deux. Ça pourrait être une abstention, mais pour l'instant, en tout cas, comme disait quelqu'un, le compte n'y est pas. Vous avez déclaré que vous vouliez faire du Parti socialiste le parti de la laïcité. Et récemment, Anne Hidalgo, maire PS de Paris, dont le nom circule pour la présidentielle, mais ça on va y revenir tout à l'heure, estimait, elle, que les écologistes ont un problème avec la République et même la laïcité. Est-ce que vous rejoignez ces critiques ? Mais ils se sont déjà expliqués les uns et les autres. Vous... Je ne veux pas... moi aussi, je me suis exprimé. J'ai dit que la question... Enfin, on ne peut pas accuser qui que ce soit d'être anti-républicain. Ils ne sont pas anti-républicains. Sur la question, parfois, il y a des impensés. Parfois, il y a des sujets sur lesquels il y a des désaccords entre nous, parce que nous avons une vision que nous voulons la plus claire possible sur la question laïque. Sur quoi ils doivent être clairs, les écologistes, par exemple, vous le savez très bien, quand certains ont manifesté avec un certain nombre d'organisations qui prétendent qu'il y a une forme d'islamophobie, eh bien, nous avons refusé de manifester parce que le terme même d'islamophobie ne correspond pas à la réalité. Il y a du racisme contre les musulmans, mais on ne peut pas, dans notre pays, considérer que le fait de critiquer une religion soit un crime, un délit, parce que en France, toutes les religions sont critiquables, comme elles sont aussi observables. Olivier Faure, on va accueillir maintenant Olivier Perroux, journaliste politique au Point. Bonjour Olivier. Bonjour Francis, bonjour Olivier Faure. Après les municipales où le Parti socialiste a gardé de grandes villes et même parfois conquis d'autres, même parfois sur tapis vert, Marseille, on peut dire que c'est comme ça, les socialistes pourraient voir en tout cas la vie en rose. Mais le plus dur reste à venir, c'est l'élection présidentielle. Y aura-t-il même un candidat PS? La question en tout cas est dans tous les esprits au siège du parti à Ivry-sur-Seine où nous nous sommes rendus. Il n'y a rien pour dire que c'est le Parti socialiste ici. Non, parce que c'est dans l'autre sens, parce qu'en fait, vous n'êtes pas à l'entrée, c'est l'entrée des artistes. Voilà, Grand Jaurès. Vous en parlez bien, mais les caisses sont vides.
qu'elles ne sont pas vides. Vous savez très bien comment sont financés les partis politiques. Ils sont financés sur la base des résultats électoraux. Nous n'avons malheureusement pas eu les résultats que nous espérions. Il y a 11 postes qui vont être supprimés. Vous ne trouvez pas ça compliqué peut-être d'afficher justement un programme très social et puis de faire un plan social? Si vous pensez une seule seconde que dans ma vie, j'ai espéré venir ici un jour pour m'occuper de licencier des gens que j'aime, avec qui je travaillais pendant de longues années, vous vous trompez. Simplement, il faut le faire pour pouvoir faire campagne. C'est une émission que nous voulons interactive et ça dépend beaucoup de vous. Le PS se met aussi à des plateformes modernes. C'est à cause de la pandémie. Même s'il n'y avait pas eu de pandémie, nous aurions cherché à faire un projet, à construire un projet avec les Français et que nous adopterons à la fin de l'été. Vous allez vous y coller aussi? Je vais m'y coller aussi, je vais participer. Il y a une plateforme, rendez-vous2022.fr. Olivier Faure, est-ce que ce sera celui qui va chercher l'unité à tout prix, au risque de la disparition du Parti Socialiste en 2022? On fait un constat objectif, qui est l'état de faiblesse de la gauche dans sa grande diversité. Donc ça suppose de se retrousser les manches les uns et les autres. Et moi, ce que je veux, c'est que le socialisme vive. Voilà. Vous avez envie de l'aider, quoi? J'ai envie d'aider les Françaises et les Français, comme Olivier. Souvent, on dit une campagne, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des candidats, etc. Eh bien, pour la première fois peut-être, nous allons commencer cette campagne par les idées, parce que je crois que les Français, ça fait longtemps qu'ils ne veulent pas seulement savoir qui, ils veulent savoir d'abord pourquoi faire. Alors, les idées, ça compte au Parti Socialiste, mais l'état des lieux aussi, Olivier. L'état des lieux, il y a un nouveau plan social au PS, on vient de le voir. Ça crée beaucoup de colère. Est-ce que vous les comprenez, ces colères, Olivier Faure? Bien sûr. Bien sûr, je les comprends, parce que quand vous avez donné une part de votre existence à une formation politique, que vous avez été un permanent, je l'ai été moi-même à une époque, eh bien, forcément, c'est douloureux d'avoir à partir. Ce sont des gens qui ont souhaité accompagner le Parti socialiste à un moment de son histoire où c'est certainement le plus difficile. Donc oui, je les comprends et je les ai rencontrés. Je vais les rencontrer maintenant individuellement. 21 je vais personnes tout faire. Qui vont être rencontrées individuellement. Non, il y a 21 suppression de postes. Suppression de postes, mais il y a 9 recréations, et donc il y a des gens qui pourront postuler sur les nouveaux postes créés qui correspondent aux besoins, notamment d'une élection présidentielle. Mais donc je vais les recevoir un par un pour faire en sorte que chacun puisse être reclassé, que nous puissions trouver à chacun Comment vous sortez le parti de cette crise-là? Est-ce qu'on peut imaginer, pourquoi pas, que le premier secrétaire que vous êtes fasse un effort sur son salaire, peut-être? Mais je suis bénévole. Donc ça va se passer que par un plan social? Oui, enfin, je suis désolé de vous dire que, y compris tous les dirigeants politiques du Parti socialiste, ne sont pas rémunérés. Donc, nous ne toucherons pas un seul centime de notre formation politique. Donc, oui, bien sûr que la seule solution est celle-là. Nous avons vendu le siège il y a donc 3 ans maintenant. Nous avons gagné dans cette opération 45 500 000 qui ont servi essentiellement à financer un premier plan social, à financer aussi les dettes monstrueuses que nous avions, puisqu'il y avait 20 millions de crédits hypothécaires et 6,5 millions de découverts. Et donc, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire ces effectifs. Vous parlez de dettes et de dettes monstrueuses que vous avez, mais le constat est assez lourd quand même. Est-ce que vous avez les moyens financiers et politiques aussi d'avoir un candidat à la présidentielle en 2022? C'est la raison pour laquelle nous faisons aujourd'hui ce plan qui va être douloureux pour un certain nombre de salariés. Mais est-ce que vous aurez les moyens financiers? Nous aurons les moyens de tenir une campagne présidentielle dans de bonnes conditions, avec un budget qui correspond à un candidat de premier plan. Alors 2022. Vous préparez le projet, on l'a vu encore une fois dans le reportage, vos partenaires aussi, vos potentiels alliés. Sur quoi vous pourriez vous entendre avec Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon? Mais il y a beaucoup de points de convergence en réalité. Un exemple. Et au Parlement, mais regardez, je fais cette photo, au Parlement, nous avons toujours dialogué, et le fait est que pendant la plupart des dialogue textes... ne fait pas une alliance politique. Non, mais sur la plupart des sujets, nous avons réussi à nous mettre d'accord et faire des propositions qui nous étaient communes. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que les ambitions des uns et des autres vont complètement... vont être finalement prépondérantes, et est-ce que le tout à l'ego va finalement interdire la possibilité de faire ensemble? Parce que si nous faisons ensemble, eh bien, c'est là l'élément important. C'est que nous pouvons être devant Marine Le Pen et devant Emmanuel Macron. Le tout à l'ego, justement, en 2017, Yannick Jadot s'était retiré derrière le candidat officiel du Parti socialiste. À l'époque, c'était Benoît Hamon. Est-ce que vous pouvez imaginer un retour d'ascenseur, une situation inverse, avec le candidat PS qui se retire au profit de Yannick Jadot ou du candidat Europe Écologie Les Verts? Qu'est-ce que je dis depuis 1 an? Je dis à tout le monde la même chose. Je dis que moi, je souhaite qu'il y ait d'abord un bloc social et écologique qui se constitue,
qu'il ait un projet commun. Que sur la base de ce projet commun, on cherche quelle est la meilleure incarnation. Donc on peut imaginer qu'il n'y ait pas de candidat PS en 2022. C'est possible, c'est une éventualité. Je dis qu'il faut un candidat pour ce bloc social et écologique. Mais pas forcément PS. Le ou la meilleure d'entre nous. Mais pas forcément PS. Moi, je souhaite que ce soit un socialiste. Les écologistes souhaitent que ce soit un écologiste. Chacun est dans sa ligne d'eau et c'est normal que chacun à ce stade plaide pour lui-même. Mais le moment venu, il faudra que nous fassions le choix d'un candidat commun. Si je disais qu'il doit être forcément ceci ou forcément cela, évidemment, personne n'aurait envie d'y venir. Jusqu'à la France Insoumise ? Mais la France Insoumise, pour l'instant, a fait un autre choix. La France Insoumise, elle a choisi... Vous ne les mettez pas dans la discussion pour l'instant ? C'est eux qui ont choisi d'être ailleurs. Au bout du compte, en fait, Olivier Faure, s'il n'y a pas d'accord, que ce soit avec Europe Écologie Les Verts ou avec peut-être les Insoumis, on va se retrouver dans la même situation au PS en 2017, c'est-à-dire voter pour Emmanuel Macron, faute de candidat. Mais vous avez entièrement raison. Et je pense rien de neuf sous le soleil pour les électeurs PS. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis maintenant 3 ans que je suis Premier secrétaire. J'essaie de dire à tout le monde, faites attention parce que vous ne pouvez pas dire tous les jours c'est affreux Emmanuel Macron et après tout faire pour que ce soit Emmanuel Macron qui l'emporte à l'élection présidentielle. Donc si vous pensez qu'Emmanuel Macron, ça n'est plus possible, alors vous avez une obligation. Une obligation. Et ça ne peut pas être simplement à chaque fois de dire on verra le rassemblement d'accord, mais derrière moi seulement, etc. Donc c'est une obligation de faire chemin commun. Si nous ne le faisons pas, nous aurons la défaite au bout du chemin. François Bayrou et tous les dirigeants d'ailleurs des oppositions font pression sur Emmanuel Macron pour faire revenir sur la table et mettre en place la proportionnelle pour les législatives en 2022. Vous avez dit que vous étiez plutôt réticent, vous étiez sur la réserve sur ce sujet. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'un mode de scrutin, d'abord, on ne tripatouille pas à 1 an d'une échéance électorale. Premier point. Le deuxième point, c'est que vous ne pouvez pas penser le mode de scrutin indépendamment de toute l'architecture institutionnelle. Moi, je veux bien qu'on parle de proportionnel, mais vous vous rendez compte que si on faisait simplement cette réforme-là, on aurait un seul personnage en France qui serait élu directement par les Françaises et les Français, ce serait le président de la République. Et vous auriez une assemblée qui, elle, serait élue sur un scrutin de liste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous auriez encore un Jupiter plus puissant et un Parlement plus affaibli. Je crois tout le contraire. Je crois au contraire à la nécessité de rééquilibrer les pouvoirs. Et donc, moi, je veux bien en parler mais à une condition, c'est par exemple, qu'on renonce au droit de dissolution pour le président de la République et qu'on ait une assemblée qui soit une assemblée complètement libre. Et pas pour 2022. Et pas pour 2022. Pour 2022, ça me paraît... C'est trop tard, en fait. Alors, justement, avant 2022, il y a les élections régionales. Est-ce qu'elles vont servir de test pour de potentielles alliances avec ELV l'année d'après pour les présidentielles? Voir si ce qui est possible de faire. Ça fait partie des discussions qu'il y a aujourd'hui dans un certain nombre de régions, pas dans toutes, ce que je regrette. Et j'avais proposé, de France, est-ce que vous j'avais proposé pour ma part aux écologistes d'avoir un accord national où nous aurions partagé les têtes de liste entre les différents territoires selon l'implantation des uns et des autres, pour essayer d'aller chercher le plus grand nombre de victoires. Ils ne l'ont pas souhaité, je le regrette, mais je vois que ça continue à discuter dans nombre de régions et je m'en félicite. Vous préférez les listes d'alliance quand même, PS, Europe Écologie Les Verts. Mais il faut comprendre que désormais, toutes les élections sont des élections à un tour, en réalité. C'est au premier tour que se construit la victoire ou la défaite. Et donc, si on veut gagner un nombre de régions important, il faut effectivement chercher les alliances le plus souvent possible. Il y a une question qui se pose aussi, parce que dans ce contexte de Covid, comment vont se dérouler les élections de juin prochain? Comment vous imaginez la campagne? Est-ce qu'il faut l'aménager? Et est-ce qu'il faut aussi modifier le règlement électoral, par exemple? Oui, nous avons fait des propositions nombreuses. Au Sénat avec Éric Kerrouche, nous l'avons fait dans les réunions de chefs de parti avec le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur. Nous leur avons proposé le vote par correspondance. Nous avons proposé que des débats soient organisés, y compris sur les chaînes publiques d'information. Nous avons proposé que les professions de foi soient plus étoffées pour que chacune et chacun ait un document de référence qui ne soit pas simplement un recto verso, mais qui permette de faire la place aux projets des uns et des autres. Il y a des solutions pour arriver à faire en sorte que la démocratie ne s'interrompe pas. Que la campagne ait lieu. Et que la campagne ait lieu. Et au moment du vote, est-ce qu'il faut changer le règlement électoral pour modifier les modes de scrutin? Par exemple, des machines à voter partout, des choses comme ça? Des machines à voter partout d'ici au mois de juin, ce sera difficile, parce qu'il faudrait les produire. Mais dans ma commune, il y a des machines à voter qui fonctionnent très bien. Et ce serait une bonne idée que de les généraliser dans des conditions de sécurité pour éviter évidemment tout piratage, etc. Merci Olivier. Merci beaucoup. Vous allez entendre maintenant le point de vue d'un jeune, parce qu'on parle beaucoup des jeunes en ce moment qui subissent la crise, qui lui est livreur à vélo à Lyon. Il s'appelle Hafid Kebdani et il se pose des questions sur son statut et il va vous poser une question.
Bonjour, je me présente Afid, délégué syndical CGT Uber Eats Deliveroo pour Lyon. J'ai une question à adresser à monsieur Olivier Faure. Une question très simple. Donc, avant que la CGT n'organise et ne porte les revendications des livreurs des plateformes, le gouvernement Hollande a posé les premières bases légales pour faciliter l'usage abusif du statut de micro-entrepreneur. Aujourd'hui, les propositions du PS semblent à nouveau écarter les entreprises de leur responsabilité d'employeur sans consulter les syndicats CGT. Donc ma question est, comment comptez-vous garantir un accès plein et entier aux livreurs par rapport à leurs droits? Je vous laisse répondre. Mais d'abord, c'est une très bonne question. Et le projet que nous sommes en train de rédiger, mois après mois, qui est donc accessible sur le site rendez-vous2022.fr, eh bien, ce projet, nous avons commencé par la question du travail. Et nous répondons précisément. Alors, c'est quoi la réponse? Et la réponse, c'est que oui, on ne peut pas continuer à laisser penser que des livreurs qui sont entièrement dépendants d'une plateforme sont en fait des indépendants, ce sont des salariés. Et il faut comprendre, que chacun comprenne ce à quoi ils n'ont pas droit aujourd'hui. Assurance maladie, assurance chômage, droit à enfin tous ces droits. Donc vous proposez quoi? Et donc moi je souhaite que la jurisprudence qui a commencé à s'installer soit donc mise dans la loi et qu'on les considère comme des salariés de droit commun et qu'on puisse leur donner accès à tous les droits. Donc un statut de CDI, comme on dit. Oui, bien sûr. Et il faut véritablement sortir de cette forme d'économie ubérisée qui est en train de fragiliser partout des femmes, des hommes qui n'ont pas d'autre possibilité que d'avoir ces emplois-là, mais qui n'ont même pas accès aux algorithmes qui, en fait, les commandent. Bref, tout ça est insupportable. C'est le retour du tâcheronnage, c'est une régression extraordinaire, c'est le retour au XIXe siècle. Vous proposez la mise en place d'un RSA jeune pour le 18-25 ans, au moins pendant la période de crise Covid. François Hollande et Anne Hidalgo ont proposé, eux, 500 € d'aide pour les moins de 25 ans, mais sans parler de RSA. Est-ce que ça brouille pas un peu votre message, ça? C'est la même chose. C'est la même chose, bon. C'est exactement la même chose. Bon. Mais ils ne parlent pas de RSA. Appelez-le autrement si vous voulez. Les jeunes, ce qu'ils demandent, c'est pas qu'on leur donne un acronyme. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent dans leur poche. D'accord. Moi, ce que je veux, c'est que l'argent leur arrive dans la poche aussi, parce qu'aujourd'hui, ils vivent une situation dramatique et qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Est-ce que le futur candidat socialiste, ou soutenu par le Parti socialiste en 2022, devra reprendre l'idée de revenu universel défendue par Benoît Hamon en 2017 ? C'est une idée intéressante. Nous avons cherché à en faire quelque chose avec ce que nous avons appelé dans les départements le revenu de base, faire en sorte que chacun, à partir de 18 ans, ait accès à un revenu minimum qui lui permette... Mais pas forcément revenu universel tel qu'il était en 2017. Nous sommes en train de chercher une réponse qui soit tenable financièrement et qui permette effectivement d'avoir un filet de sécurité pour chacune et pour chacun, parce que dans un pays comme le nôtre, il n'est pas admissible qu'il y ait des gens aujourd'hui encore qui sont en train d'aller à la soupe populaire alors qu'ils sont étudiants, par exemple. Merci Olivier Faure d'avoir accepté notre invitation merci à vous dans Dimanche en politique. Et tout de suite, c'est Sophie Le Saint pour l'actualité de la mi-journée.